La gente della montagna entende malheur, la gente della montagna entende malheur. Ils ont perdu leur âne, leur novio de sur, ils ont perdu leur âne, leur novio de sur. Enterravo, mon mio Margarito, enterravo, cercavo partout, ero di mon verger, se cujo remudavo, ero di mon verger, se cujo mon progné, ero di mon verger, se cujo remudavo, di mon verger, se cujo... Je suis née en Limousin, région du centre-sud-ouest de la France, peu peuplée, très rurale. Sa capitale est Limoges, qui est aussi la capitale mondiale de la porcelaine. Je suis née en Limousin, région composée de 3 départements, la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne. La terre du Limousin est acide, légère et pauvre, à l'exception des fonds de vallée, aux terres plus lourdes et humides. Le sous-sol est composé de roches primaires, mis à part au sud de Brive, la causse calcaire. Pendant longtemps, la principale ressource des plus pauvres et des parcelles pentues était la châtaigne, mais on a pu y faire des cultures comme la pomme de terre, le seigle, l'avoine et le sarrasin. Entre 2 sous-bois, le Limousin découvre des champs où les fameuses vaches limousines broutent tranquillement. Je suis née en Limousin d'un père portugais et d'une mère lorraine. Je suis donc la seule limousine de ma famille. Aujourd'hui, à l'âge de 28 ans, enceinte de mon premier enfant et vivant depuis plus de 10 ans de l'autre côté de l'océan, j'ai l'impression de sentir ma terre natale m'appeler. Non pas pour que je rentre chez elle, mais pour me conter l'amour que je porte à cette terre, l'histoire des femmes qui m'ont précédée, la rudesse de là d'où je viens. Peut-être est-ce pour qu'un jour je transmette à mon tour à ma fille ces connaissances de mon pays, cette envie de se glisser dans les sous-bois de mon patelin, la fraîcheur de la rosée dans ces matins gris, l'odeur des châtaigneraies et le bruit des animaux dans les pâturages. Je suis née en Limousin, mais qui sont ces femmes qui ont sculpté cette terre qui m'a vue naître? Je suis née dans ce pays occitan, mais qui sont les femmes qui ont parlé cette langue chantante qu'est le patois limousin? Cette langue que j'entends encore par la fenêtre de Marceline quand je passe le premier virage de mon village. Je suis née dans cette région où les luttes syndicales, les maquisardes, ces résistantes contre les nazis et la conscience politique ont été des forces souterraines d'une puissance remarquable. J'ai eu envie d'écouter ces femmes au travers des mots de leurs petites filles, arrière-petites filles, parfois directement de leurs filles. Et aussi plus loin encore, par les mots parfois empruntés à Marie-France Houdard, cette ethnologue et anthropologue limousine, qui a su répertorier notre belle histoire dans son ouvrage « C'est par les femmes ». Voici leur voix à travers la mienne. Il y a 10 000 à 30 000 ans, à la fin du Paléolithique, il y a cette femme, le corps tendu vers son ouvrage, dans l'une des grottes façonnées au creux du calcaire et du grès, dans ce territoire qu'on appelle désormais le Limousin. La toundra permet aux rennes de brouter et aux humains de se nourrir. La vie nomade pour suivre le gibier leur demande une organisation de titans, portant les tentes à bout de bras. Cette femme est en train de fabriquer des aiguilles, des couteaux, des grattoirs pour frotter les peaux animales et bien d'autres outils indispensables à leur mode de vie. Elle est accompagnée de plusieurs autres femmes du clan. Elles sont de véritables gardiennes du feu, sont responsables de l'alimentation du clan par tout ce que cela englobe, la confection, la cueillette, la cuisine, le travail des peaux. Elles bravent les froids d'une ère glaciaire en suivant les rennes, cousant leur peau pour vêtir les hommes qui partent à la chasse. Le mariage de cette femme s'est fait à coup d'enlèvement. On l'a prise par la force dans son clan un matin de printemps.
Mais la notion de couple est vague, puisque souvent on s'échange de partenaires dans le même logis. C'est une histoire d'opportunité que chaque clan pouvait trouver dans l'union qui lie les êtres. Déjà, le Limousin se construisait d'une façon atypique. Puis il y a eu ces Gauloises de la tribu celte des Lémovis qui comptaient des soldats redoutables. Il est d'ailleurs très probable qu'elles étaient elles-mêmes des combattantes hors pair. Autrement, lorsque leurs maris partaient à la guerre, elles s'occupaient de la gestion et du travail de la terre. Ces femmes avaient le droit de choisir leur mari. Chaque conjoint apportait tous deux la même portion monétaire lorsque l'union était concrétisée. Ce n'était en rien religieux, mais par un simple contrat que l'un ou l'autre des conjoints pouvait rompre à n'importe quel instant en remportant avec eux leurs biens respectifs. Ces Gauloises s'occupent autant de nourrir, de vêtir, de cultiver la terre, de s'occuper du commerce et des ventes et de protéger la famille. Certaines d'entre elles étaient certainement aussi des magiciennes, des prêtresses, des druidesses spécialisées dans la guérison, comme nous le laissent croire les Vénus sculptées trouvées au fil du temps. Ce qui est sûr, c'est que la place de ces femmes dans l'organisation sociale était d'une grandeur, d'une liberté et d'une utilité reconnue de tous. Les siècles suivants, les religions sont arrivées, essayant de reléguer les femmes au rang de pécheresses, amenuisant leurs travaux et le statut plus égalitaire qu'elles avaient. En Limousin, c'est pour la terre qu'on s'unit alors. À coups de dot et de culpabilisation, on martèle que les femmes doivent obéissance et soumission. Mais dans ce pays, les femmes continuent de recevoir en héritage les terres de leurs aïeuls quand il manquait de frères. Affront à l'Église, la femme gardait alors son propre nom, puisqu'il était intimement lié à sa terre. C'est même elle qui signe aussi les documents officiels et elles sont consultées pour les décisions monétaires. Parfois, ce sont des femmes seules, des veuves, qui sont suzeraines. Par la coseigneurie, le territoire se retrouve partagé et les femmes ne sont pas mises de côté. Elles ont les mêmes responsabilités et les mêmes devoirs que leurs homologues masculins. Elles protègent autant par la stratégie que par la force leur domaine. Elles ont une place à part entière dans la machine du pouvoir. Redoutées par l'Église, les femmes du Limousin n'échappent pas à leur campagne de salissage, faisant d'elles des sorcières dangereuses, des êtres étroitement liés aux démons et aux perversions du monde. C'est ainsi qu'elles passent au second plan, perdant petit à petit des droits qu'elles avaient. Mais en Limousin, la transgression subsiste. On continue de sublimer la femme libre et cultivée, la Madeleine insoumise par le biais des troubadours. C'est entre autres lors des célébrations du mois de mai que pour une nuit, celle où l'on fête le renouveau de la nature, que tous les hommes et les femmes étaient amenés à s'unir afin de redonner vigueur aux uns et fécondité aux autres. Et encore au XVIIe siècle, ces rencontres nocturnes hors mariage étaient célébrées. Laissez-moi maintenant vous parler de la Jeannette, qui à la fin du XVIIIe siècle n'a fait que labourer, mener les vaches limousines et les brebis au champ, filer la laine et ramasser les champignons. Son père est mort depuis longtemps. Son mari étant moins nanti, c'est à elle que revient la besogne. Elle est devenue foncière, avec la responsabilité de la terre familiale et de la sauvegarde du patrimoine. Seule, sur son plateau de Corrèze, elle regarde au loin, cherchant l'ombre de son mari parti il y a déjà plusieurs années en Espagne pour leur rapporter de l'argent. Il ne reviendra jamais avec ce qu'il a promis. Il s'est perdu entre deux services dans des grandes maisons et une mauvaise fièvre. Mais Jeannette ne l'attend pas. Ce n'est pas comme ça ici. Les femmes ne sont pas passives. Il y a la ferme, il y a les nouvelles impositions du roi et le collecteur qui a la ponctualité des horloges des grands salons. La misère a poussé les hommes loin de leur pays, laissant les femmes, mères, frères, sœurs et enfants s'occuper des terres. Les femmes s'échinent à continuer la vie dans cette terre difficile mais cultivable.
Les pommes de terre de Jeannette poussent sans relâche. Elle vivra longtemps, la peau marquée par la pluie, le froid glaçant et la misère. En bonne chef de famille, Jeannette aura travaillé et mené d'une main ridée et spécialiste pour que jamais on ne leur prenne leur terre. Trouvant ses frères bien mollassons et rêveurs, elle lèguera à sa petite sœur des prés bien ouvragés. Parce qu'en Limousin, les femmes peuvent hériter. À quelques décennies de là, il y a la Léontine, courbée par une vie à filer en surveillant les bovins. Femme de laboureur qui a travaillé durement de père en fils pour acheter 2 bœufs. Maintenant, ils ont leur autonomie. Fini les prêts aux voisins. C'est leur fierté quand ils passent dans le village avec leur attelage. Léontine s'occupe des cochons et des poules, mais surtout elle cultive le chanvre d'une main de maîtresse. Elle le coupe et le fait macérer. Il va ensuite falloir l'écraser et le peigner pour pouvoir le filer sur la quenouille. Ses mains connaissent leur métier. Elles s'agitent et se contorsionnent pour étirer et tordre tout en tournant le fuseau d'un autre mouvement. Léontine s'occupe d'habiller les bébés jusqu'aux morts. Elle a tissé sa robe de mariée quand elle était jeune fille et aujourd'hui c'est celle de sa fille qu'elle prépare. Elle regarde avec tendresse ces fils de chanvre qui se dessinent sous ses yeux. Le regard dur mais aimant, Léontine surveille son bétail en silence. Sa fille vient la rejoindre à l'ouvrage et ensemble, fuseau et quenouille au travail, elles entament les chants des fileuses limousines. Aujourd'hui, en 2020, il y a Lucienne Neuvial qui a 88 ans. Elle vit à Limoges, mais elle est originaire de Saint-Germain-les-Belles. Elle nous parle de la vie de ses parents et de sa grand-mère à Saint-Germain-les-Belles. Attends, j'ai le livret de famille quelque part. Voilà. Il est vieux. Hein. Et alors, du coup, ma maman, c'était pas très bien après. Elle a connu mon papa et elle était, dans la montagne, à Sahor. Donc, elle s'est mariée et puis elle est partie avec mon papa. Et il n'y avait pas l'eau courante dans les maisons. Alors, elle allait chercher l'eau dans la montagne et en redescendant, elle était enceinte, elle est tombée. Elle a perdu son premier bébé et il est mort-né. Et donc, après, quelques temps après, ils sont rentrés donc, sur Saint-Germain, revenus à Limousin. Et puis, mon papa était garde champêtre. Et alors, en faisant ses levées de boîte aux lettres et en descendant, c'était du côté de la gare de Saint-Germain, il rencontre un copain qui papote un bon moment. Et il y a une voiture qui est venue les faucher. Il a eu un grand accident, il a été amputé d'une jambe. Mon papa est resté longtemps à l'hôpital. Et quand il est rentré, il n'a plus pu faire son métier. Maman travaillait des lavandières. Elle est lavée dans un ruisseau qui était tout à fait au fond du Patelet de Saint-Germain. Quand elle n'avait pas de linge à laver, elle allait ramasser des pissenlits dans les prés. Et elle a ramassé des plein sacs qu'elle nettoyait, qu'elle lavait tout prêt pour manger. Et elle vendait la salade, 1 franc, je crois, un gros, les paniers à salade, tu sais qu'on avait dans... Et en plus, elle nettoyait tous les boyaux du boucher de Saint-Germain. Oh, elle a beaucoup travaillé, maintenant, beaucoup. Un souvenir marquant de ma grand-mère, oui, quand on ne voulait pas aller dans le pré. Fanny, tu sais, voilà, je ne voulais pas trop y aller. Alors elle nous fâchait, elle nous suivait à coups de fourche. Elle nous aurait pas fait de mal pour nous faire peur. Alors ça m'avait marqué. Là sont 4 plots d'amour au bord de riz. A breggiare ne d'amour, là sont 4 laveri. Lo ghitune corto rondo, lo mio lo piau gris. E lo nanun che no blundo, che miro din laigo pronto, lupi vei de paillis. Ecco petelo burro borderie. Ecco petelo da burro borderie. Joanne nous témoigne de la vie de cette femme, Janine Cadreau, qui est arrivée en Creuse à Faux-la-Montagne, là où vivaient ses grands-parents, à l'âge de 12 ans en 1940.
Avant, elle vivait avec son frère et ses parents à Lyon, à la Croix-Rousse. Ils avaient une boulangerie qu'ils ont dû vendre en catastrophe à cause de la guerre, et ils sont venus se mettre en sécurité en Creuse, dans la maison familiale. En arrivant en Creuse, cela a été très dur pour elle, car elle était une coquette fille de la ville et il lui a fallu apprendre le métier de paysan et tout ce que cela impliquait. Jeannine était une femme combative, une vraie guerrière. Sa vie a été une succession de drames, mais cette femme a eu une histoire d'amour extraordinaire. Elle était éperdument amoureuse de son mari. Elle a fait le choix de transmettre l'importance de profiter de la vie et de s'amuser. Elle parlait fort, elle avait des pics de colère, mais une joie de vivre et une extrême générosité que tout le monde appréciait. On l'appelait marraine, comme si c'était la marraine de tout le monde, la bonne fée, celle qui fait des cadeaux tout le temps, qui fait des crêpes, offre des bonbons et des chocolats. Tout ce qu'elle faisait, même les choses les plus désagréables à faire, elle arrivait à les rendre drôles, comme par exemple nettoyer un tapis au lavoir. C'était difficile, c'était extrêmement lourd, mais quand il fallait le faire, c'était évident que ça allait être des batailles d'eau, que toutes les mamies du village seraient présentes et qu'elles papoteraient des heures. Jeannine était aussi syndicaliste dans une famille de gauche, donc elle portait des convictions très fortes de justice sociale. Cette femme n'a jamais revendiqué quoi que ce soit pour les femmes. Par contre, toute sa vie n'a été que l'expérimentation et la construction de choix pour se bâtir une existence pour elle-même et par elle-même. Elle a vécu une existence féministe sans même la penser comme telle. Caroline nous parle de la vie de sa grand-mère originaire de la Tuilière, un lieu dit près de Nouïc, en Haute-Vienne. À sa naissance et jusqu'à son mariage, elle a vécu dans des conditions très humbles, sur des terres ayant connu la féodalité tardive. Elle venait d'une famille de paysans, travaillant sur les terres d'un marquis très riche et très dur, le marquis de Fraisse. Sa famille vivait de la terre et des animaux. Son père a lancé une tuilerie par la suite, en complément avec la glaise du champ. Sa mère est morte lorsqu'elle avait 9 ans d'une infection des poumons. Elle a donc vécu seule, avec son père et son frère âgés de 10 ans de plus qu'elle, et ayant arrêté l'école après la mort de sa mère, elle s'est mise à aider au champ. Caroline dit lui devoir énormément. Sa grand-mère lui a légué la patience, la joie de vivre, la curiosité des choses et son engagement militant. En effet, sa grand-mère était une enfante communiste, une fille de résistant, et elle en a hérité un sens aigu de l'égalité, de la charité, mais sans jamais se référer au curé. Pour Caroline, le rapport de sa grand-mère avec sa communauté était bon et mauvais à la fois. Sa grand-mère a évolué, elle a quitté sa condition et parti à la ville. Elle croit que beaucoup ne l'ont pas acceptée par la suite. Selon elle, le monde des campagnes limousines est rude, patriarcal, rustre, illettré, asservi par de la féodalité présente jusqu'après 1900. Un asservissement aussi culturel, une dépréciation du patois, un monde monté contre lui-même. Ce monde fait de boue, de sueur, de violence, de méfiance. Comme le climat limousin finalement, froid, humide, glacial, gris au ciel bas, qui laisse entrevoir des étés indiens et l'explosion de la vie, les 1000 ruisseaux secrets enverdoyant les monts, le roux de l'automne. Mais toujours timidement, car il est aussi méfiant, hargneux, rancunier, un fusil dans chaque demeure. Mais encore une fois, l'humilité de sa grand-mère, sa bonne humeur, sa bienveillance, sa profonde gentillesse ne l'ont jamais fait rentrer dans ses bassesses. Elle a toujours visité son village, elle adorait sa campagne, l'a fait découvrir à ses petits-enfants, l'a parcouru des kilomètres toujours en patois. Elle a toujours gardé la dignité de la fidélité à sa terre, ce respect si fondamental à celle-ci. Cette femme était une vraie fille de la terre. Urdijanito avanzan le pas, isunen lo meso, isunen lo meso. Urdijanito avanzan le pas, isunen lo meso n'unisirian pas. Kisunan lo meso, kilo sunan pas. Yai perdu ma cueifo, yai perdu ma cueifo. Kisunan lo meso, kilo sunan pas. Yai perdu ma cueifo, volelo chercha. Le Limousin porte aussi toutes ces femmes résistantes, ces maquisardes. Parlons par exemple de Thérèse Menot, née le 29 août 1923 à Cosnac, en Corrèze.
Elle est fille de cheminot et rejoint le réseau de résistance nommé Combat alors qu'elle travaille dans les services administratifs d'une usine de moteurs d'avion. Elle s'occupe alors de fabriquer des cartes de travail pour tous les réfractaires au service de travail obligatoire qui réquisitionnent et transfèrent les Français pour qu'ils participent à l'effort de guerre allemand sous l'occupation. Mais Thérèse se fait dénoncer. Elle est interrogée et torturée par la Gestapo. Son silence est pourtant de marbre. Elle est donc envoyée au camp de concentration de Ravensbrück, près de Berlin. Mais au sein du camp, elle participe à un mouvement de résistance. Elle est donc envoyée au camp disciplinaire de Hollenstein, en Tchécoslovaquie, et là encore, elle sabote les cartouches de fusil qu'elle est forcée de fabriquer. À la fin de la guerre, elle est libérée le 5 mai 1945. Elle retourne à Limoges encore vêtue de ses habits de déportée, épuisée et dans une grande dépression. Mais elle ne se laissera pas anéantir, continuant à faire vivre le souvenir des résistants et des déportés dans toutes les sphères de sa vie. Parlons aussi de Germaine Ribière, cette femme limougeaude qui a caché des centaines de juifs dans toute la France, dont à Solignac, en Limousin, faisant preuve d'une imagination incroyable pour organiser la fuite et la cage de familles entières. Grâce à un papier de la Croix-Rouge, elle sillonne la France en train et déjoue tous les barrages nazis. Une militante infatigable qui a sauvé la vie de centaines de personnes et témoigne de la force des femmes limousines en temps de guerre. Je me souviens aussi d'Angélique Loriche, originaire de Lorraine, qui s'est réfugiée avec son frère Jacques en Haute-Vienne pour fuir l'occupation allemande. C'était mon arrière-grande-tante et mon arrière-grand-oncle. Jacques était le prêtre du village et Angélique s'occupait de l'intendance. Comme beaucoup de réfugiés lorrains, ils vivaient là, au rythme de la campagne. Mais la guerre les a rattrapés. Ce 10 juin 1944, jour de marché, Angélique ainsi que toutes les femmes du village d'Oradour-sur-Glane sont amenées par la 2e division SS Das Reich dans l'église. Elles y seront brûlées vives aux côtés des enfants du village. Elles sont alors 246 femmes à périr dans les flammes avec 207 enfants. Seule Marguerite Roufange, âgée alors de 47 ans, réussit à s'enfuir par une haute fenêtre. Elle raconte : « Entassés dans le lieu saint, nous attendîmes, de plus en plus inquiets, la fin des préparatifs auxquels nous assistions. Vers 16 heures, des soldats âgés d'une vingtaine d'années placèrent dans la nef, près du chœur, une sorte de caisse assez volumineuse de laquelle dépassaient des cordons qu'ils laissèrent traîner sur le sol. Ces cordons ayant été allumés, le feu fut communiqué à l'engin dans lequel une forte explosion se produisit et d'où une épaisse fumée noire et suffocante se dégagea. Les femmes et les enfants à demi asphyxiés et hurlant d'épouvante affluèrent vers les parties de l'église où l'air était encore respirable. C'est ainsi que la porte de la sacristie fut enfoncée sous la poussée irrésistible d'un groupe épouvanté. J'y pénétrai à la suite et résigné je m'assis sur une marche d'escalier. Ma fille vint m'y rejoindre. Les Allemands, s'étant aperçus que cette pièce était envahie, abattirent sauvagement ceux qui venaient y chercher refuge. Ma fille fut tuée près de moi d'un coup de feu tiré de l'extérieur. Pour ma part, je dus la vie à l'idée de fermer les yeux et de simuler la mort. Une fusillade éclata dans l'église. Puis de la paille, des fagots, des chaises furent jetées pêle-mêle sur les corps qui gisaient sur les dalles. Ayant échappé à la tuerie et n'ayant reçu aucune blessure, je profitai d'un nuage de fumée pour me glisser derrière le maître-autel. Il existe dans cette partie de l'église 3 fenêtres. Je me dirigeai vers la plus grande, qui est celle du milieu, et à l'aide d'un escabeau qui servait à allumer les cierges, je tentai de l'atteindre. Je ne sais alors comment j'ai fait, mais mes forces étaient décuplées. Je me suis hissé jusqu'à elle comme j'ai pu. Le vitrail était brisé. Je me suis précipité par l'ouverture qui s'offrait à moi. J'ai fait un saut de plus de 3 mètres, puis je me suis enfui jusqu'au jardin du presbytère. Ayant levé les yeux, je me suis aperçu que j'avais été suivi dans mon escalade par une femme qui, du haut de la fenêtre, me tendait son bébé. Elle se laissa choir près de moi. Les Allemands, alertés par les cris de l'enfant, nous mitraillèrent.
Ma compagne et le poupon furent tués. Je fus moi-même blessée en gagnant un jardin voisin. Marguerite Roufange se cache durant 24 heures avant d'être secourue. C'est grâce à elle que nous savons aujourd'hui quelles ont été les dernières heures de la vie de ces femmes. Marguerite Roufange et la mémoire des femmes d'Oradour. Dans la maison la plus vieille du faubourg, tout près des toits jolis comme les amours, chantant toujours et riant aux éclats, on l'appelait Cœur de Lilas. Mais un beau jour ayant fait un concours, et souveraine elle partit un matin, dans une auto en robe de satin. Sur le trottoir, les vieilles du quartier lui murmuraient en la voyant passer. Cœur de lilas, ta beauté fait battre tous les cœurs, tous les honneurs dans le monde on te les offrira. Mais n'y crois pas, car là-bas les plaisirs sont trompeurs. Le vrai bonheur, c'est chez nous, mon petit cœur de lilas. Aujourd'hui, en 2020, en Haute-Vienne, il y a Cécile, qui a gardé le côté cultivatrice de ses grands-mères dans sa propre pratique. Sa famille à elle était des métayers. C'était un élevage de moutons avec quelques vaches laitières, des poules et autres volailles, des lapins et des cochons qu'ils engraissaient. Tout ça pour l'autoconsommation. Savoir produire sa propre nourriture est quelque chose qu'elle poursuit encore consciencieusement. Son grand-père faisait un très beau potager. Sa grand-mère n'avait pas le permis de conduire. C'était le boucher, le boulanger, l'épicier et même le camion de vêtements qui passait de ferme en ferme. Il y a aussi les mots de Daniel Delors qui a 76 ans. Cela fait 300 ans que sa famille vit en Corrèze. Petite fille de meunière et d'agricultrice, elle ressent une très forte osmose avec la terre limousine, comme une terre nourricière, comme cette terre qui nous garde après la mort. Quand elle parle de ses grands-mères, elle parle de la solidarité familiale, mais aussi de la transmission des constances et des coutumes, en particulier religieuses pour sa grand-mère agricultrice, car de l'autre côté, les meuniers du XIXe siècle n'affichaient pas leur religiosité. En effet, les meuniers étaient des libres penseurs, parce que la Révolution les avait libérés du droit de ban tenu par les seigneurs, qui faisait que le meunier devait une lourde redevance pour exercer son métier, et il ne pouvait s'installer que là où ça convenait au seigneur local. Dès le début du XIXe, la liberté de bâtir leur moulin et de l'exploiter sans être accablés de redevances leur a été donnée, et ils ont gardé une affection pour les idées portées par la Révolution. Leur vie était celle du labeur, avec le travail de la maison. Il fallait nourrir la maisonnée, s'occuper des anciens encore présents et souvent invalides. Moudre était la principale activité du meunier. La meunière travaillait rarement au moulin. Elle était à l'accueil des paysans qui venaient moudre. Ceux-ci restaient d'ailleurs souvent au moulin en attendant la fin de la mouture. Il fallait donc quelquefois les garder pour le repas. Il y a aussi la mémoire de cette famille de femmes limousines qui sont restées proches d'Alassac en Corrèze. L'amour et la bienveillance entre Françoise, Delphine et Anaïs sont inconditionnels. 3 générations de femmes, de grand-mère à petite-fille, qui se racontent avec plaisir et nostalgie la mémoire de ces ancêtres qui leur ont marqué le chemin, faisant d'elles des limousines fortes et persévérantes. Françoise, elle-même petite-fille de cultivatrice, se souvient qu'il y avait peu de distractions et de loisirs à la maison. Les maisons étaient peu confortables, il n'y avait pas de chauffage, pas de salle de bain non plus, et les toilettes, quand il y en avait, étaient dehors. Françoise a reçu en cadeau de Marie, sa grand-mère, la valeur de la parole qu'on donne, cette chance précieuse qu'est l'honnêteté et la loyauté. Marie lui a aussi offert le respect de la valeur de la terre en tant que possession,
mais aussi comme symbolique de l'héritage des anciens. Sa fille Delphine porte sa grand-mère Léonie au cœur. Pour elle, c'était toute une figure. Elle tenait sa maison de main de maître, s'est occupée jusqu'à l'épuisement de sa belle-mère devenue sénile qui vivait sous son toit. C'était une bosseuse, une cuisinière hors pair, une excellente couturière et la mémoire de la famille. Elle se souvenait toujours de tout. Françoise a d'ailleurs hérité de ce don et se concentre aujourd'hui dans les recherches généalogiques plongées dans les registres d'état civil et d'archives. Ces femmes qui les ont précédées n'ont jamais vu la mer, elles ne sont jamais sorties du Limousin et elles rêvaient d'aller à l'école. Peut-être est-ce pour cela que Françoise est devenue institutrice. Quand Delphine se souvient de Léonie, ce sont des bribes de vie qui résonnent. Elle se souvient de faire des préparations de gâteaux avec elle et qu'il lui arrivait de les échapper par terre. La chienne Rita s'empressait alors de venir lécher le plancher. Elle se souvient aussi d'un énorme œuf qu'elle lui avait confié car elle savait déjà que le jaune était triple. Delphine portait tel un trésor, cet œuf précieux, avant de le faire tomber dans un escalier par mégarde. Delphine se souvient aussi de cette machine à coudre à pédales qu'elle actionnait assise en tailleur presque sous les jupons de Léonie. De plus récemment, elle se souvient de ce linceul que sa grand-mère ne voulait pas mauve parce que ça fait vieux, alors qu'elle avait plus de 90 ans. Elle se souvient de cette dernière cuillerée qu'elle a tenté de lui faire manger quelques heures avant son décès. Elle se souvient aussi de ce baiser qu'elle lui a donné en sachant que ce serait le dernier et en lui murmurant à l'oreille le seul « je t'aime » qu'elle ne lui aura jamais dit. Anaïs, la fille de Delphine, petite fille de Françoise, a reçu d'elle la passion pour la littérature. Elle a aussi reçu l'intérêt pour la nature. Pour elle, Françoise est un pilier, un modèle. Son admiration pour elle est palpable et touchante. Anaïs compte un bagage de transmission précieux, comme le respect, l'ouverture d'esprit, la curiosité intellectuelle, la persévérance et le fait de se battre pour ses convictions. Tant de valeurs qui semblent être chères aux yeux des femmes limousines. En Haute-Vienne, Audrey, quand elle pense à la terre limousine et aux femmes de sa famille, c'est le sentiment de se sentir bien chez soi, sur ce territoire, en toute simplicité, qui résonne. Toutes des amoureuses de leur terre, elles aiment bien sûr voir d'autres paysages, mais il n'y a qu'en Haute-Vienne qu'elles se sentent au calme et revigorées par une force, comme une énergie positive invisible. Pour elles plus particulièrement, c'est dans le bruit des ruisseaux cachés au milieu de la forêt, dans les vallons verts à perte de vue, dans l'odeur du sous-bois, qu'elles retrouvent cela. Oui, les femmes sont bien bêtes d'obéir à leur mari. Moi j'en ai un comme les autres, je le mène à ma fantaisie. Moi j'en ai un comme les autres, je le mène à ma fantaisie. Quand je m'en vais à la messe, je commande à mon mari. Quand je m'en vais à la messe, je commande à mon mari de bien balayer la chambre et de bien faire le lit. De bien balayer la chambre et de bien faire le lit. Et finalement, il y a la voix de Marie qui est près de s'éteindre. Dans ses derniers souffles, elle se souvient de son Limousin. En s'approchant auprès de son lit, c'est l'enfance du XXe siècle qu'elle veut raconter. Ces mots sortent comme le flot de nos ruisseaux entre deux roches calcaires. Elle nous dit: je me souviens des grands-mères de mon enfance, je les vois tout en noir. Je me souviens qu'à l'école, il y avait un trou dans le pupitre pour mettre l'encrier. Je me souviens qu'on allait à pied à l'école. Je me souviens que quand il pleuvait trop, on était bien contente de voir devant l'école la bétaillère du père Maurice qui venait nous chercher. Nous avions la radio à la maison. Je me rappelle que j'étais trop petite pour l'atteindre. Je n'avais pas le droit, mais j'aimais tourner les boutons dans tous les sens. Je montais sur une chaise, je m'asseyais ensuite sur le buffet et là, je pouvais le toucher. Je me souviens qu'on habitait dans le même village que mes arrière-grands-parents maternels. Mon arrière-grand-mère ne supportait pas que l'on jette un morceau de pain, même aux poules. Elle disait: « Si vous saviez comme j'ai manqué, le pain, c'est précieux comme du gâteau. »
Je me souviens que nous avions des vaches. C'étaient des limousines. Il y en avait 8 ou 10. Elles étaient au pré toute la journée et on les rentrait le soir. J'aimais aider à faire téter les veaux. Mon père vendait les veaux quand ils avaient 3 ou 4 mois. Quand j'étais gamine, ma mère les gardait dans des prés qui n'étaient pas fermés mais où il y avait beaucoup à manger. Pour aller garder les vaches, je me souviens que maman emportait toujours son tricot, de la lecture. À midi, on les mettait dans un enclos avec à boire et de quoi brouter encore. Plus tard, on a clôturé, alors on n'avait plus besoin de les garder. On ne revenait que le soir pour les chercher. Maintenant, les bêtes n'ont plus de nom, elles ont des numéros. Je me souviens qu'à l'époque de mon arrière-grand-mère maternelle, avec son frère, ils avaient été placés dans une ferme pour garder les oies. Ils dormaient dans les granges. En ce temps-là, les enfants étaient placés à 7-8 ans. Leur salaire, c'était une blouse neuve et une paire de sabots par année. Je me souviens que j'avais plus de 20 ans quand mon arrière-grand-mère est décédée. Elle s'appelait Marie, comme moi. Je crois qu'elle avait une vingtaine d'années à la guerre de 14. Je me souviens qu'elle m'a raconté qu'elle avait de longs cheveux, mais qu'elle avait dû les vendre. Les coiffeurs les achetaient pour faire des perruques. Je me souviens qu'elle m'a dit qu'elle avait pleuré quand on lui avait coupé, mal coupé. Je me souviens que je suis née à la maison, ce qui fait que cette maison, je ne l'ai jamais quittée. Je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens.